bonjour à tous et à toutes. Merci effectivement de me permettre d'évoquer le sujet de la stratégie de pénétration du marché africain. Je suis ravie. Alors, expert Afrique, effectivement, passionné également par ce continent et plus particulièrement par la zone subsaharienne. Est-ce que tout le monde, vous m'entendez bien, ça va? Oui, on t'entend bien. Parfait. Parfait. Également, l'écran est bien partagé? Oui, tout à fait. Oui. Parfait. Alors, euh, pénétrer le marché africain, c'est effectivement tenir compte de la population présente en Afrique, et c'est pour ça que j'ai choisi ce visuel très parlant. À la fois être dans une démarche de gagner de l'argent, hein, une stratégie économique, donc de gain, de croissance, d'où le terme business, mais également tenir compte de la population présente en Afrique, non seulement par rapport à ses ressources, mais également le fait qu'il y a aussi des acteurs et des acteurs très compétents sur lesquels s'appuyer, d'où cette map monde tenue par les mains et un choix, un parti pris de vous parler plus particulièrement de la zone subsaharienne. Alors, parler de la stratégie de pénétration, c'est effectivement évoquer l'Afrique comme un relais de croissance, mais on doit le mettre en perspective par rapport à la période que nous traversons. Donc, plus que jamais, est-ce que c'est toujours un relais de croissance, et plus particulièrement en crise? On peut se poser dans une zone subsaharienne, on peut se poser la question, effectivement. Quelques chiffres pour nous déterminer, savoir si c'est opportun ou pas de se déployer en Afrique pour créer de la valeur ajoutée à son activité économique, partir donc du principe que nous sommes basés en France avec un modèle économique qui est pertinent. Il y a aussi tout un ensemble de jeunes start-upers qui, on appelle ça les repattes, hein, qui ont l'idée de créer de la valeur dans leur pays d'origine, et ça j'en ai suivi quelques-uns, qui ont envie, alors plus particulièrement, de créer une activité en Afrique et souvent dans leur pays d'origine de leur famille. Alors, quelques chiffres qui sont à la fois positifs et négatifs. Hein. Il y a 1,2 milliard d'habitants, d'individus sur le continent africain, donc c'est une grosse population. On a quand même à mettre en perspective avec les 416 millions dans une extrême pauvreté, donc un tiers de la population qui vit dans des conditions difficiles. Une population très jeune, avec des perspectives en 2050 qui vont être à peu près de la moitié de la population, donc tenir compte de ça par rapport à l'offre de services ou de produits proposés. La présence également de beaucoup de comptes mobile money. Il faut savoir que c'est une économie basée sur le numéraire et ils ne sont pas passés pour la plupart par la strate de la carte bancaire, mais directement par un compte mobile money, d'où l'importance de la connexion. On le reverra. Également un pays qui est amené à être de plus en plus dans le cadre d'une zone de libre-échange. Donc, non seulement c'est un continent, mais c'est plusieurs pays, donc il y a une grande diversité. Mais ils ont quand même la perspective de vouloir créer une zone de libre-échange avec on va dire des étapes à franchir encore. Mais donc, 44 pays ont signé en 2018 un accord qu'on appelle ZLEC, qui est la zone de libre-échange continentale. Et l'objectif, 29 l'ont ratifié, l'objectif c'est vraiment d'arriver non seulement pour les populations, mais aussi les marchandises. Une zone également que l'on reverra plus tard sur 17 pays africains dans l'OADA qui forment une unité pour toutes les réglementations des affaires. Donc s'il y a un marché à peut-être privilégier, c'est celui-ci, on le reverra. Et jusqu'à présent, un continent qui retient une forte croissance. On parlait donc de 2,4%. Il faut savoir qu'avec le coronavirus, forcément, ils vont avoir des incidences. La Banque mondiale parle de
pourcentage assez négatif, jusqu'à 8%. Alors, donc, évoquer, vous voyez, le recentrage sur l'Afrique par rapport à notre discussion. Virginie, Oui. tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, je n'ai pas le casque, vous m'entendez peut-être difficilement. Je vais parler plus fort. Donc, des facteurs rassurants par rapport à l'Afrique, ici, toujours à mettre en perspective par rapport à la crise du virus. C'est vrai qu'il y avait un état de fait avant cette crise. Combien de temps l'Afrique mettra pour se sortir de cette situation? Il y a des stratégies géopolitiques pour justement investir beaucoup d'argent pour éviter la propagation de ces ondes de choc qui viennent essentiellement des pays étrangers au continent africain, mais qui ont des répercussions sur les modèles et de croissance directement concernés en Afrique. Mais malgré tout, si on tient compte de l'évolution et de la constance, on remarque quand même un développement des économies africaines, beaucoup de stratégies par pays. Si on regarde pays par pays, ils ont des stratégies digitales affirmées. On reverra ce point avec le Rwanda, par exemple, le Sénégal également, où Creative Valley est concerné par un projet. Davantage de stabilité politique, parce que c'est vrai que l'Afrique, c'est aussi un lieu où on peut estimer une certaine zone de risque, mais on remarque quand même depuis quelques années quand même un maintien, une stabilité qui permet justement à ces populations de croître et de se développer. D'où un boom de la consommation. Donc, pour une entreprise, si vous êtes une start-up avec l'envie et l'engagement, donc bien se réfléchir effectivement à ces paramètres, on le reverra sur le marché. Des facteurs rassurants, c'est également des investisseurs non seulement panafricains, donc on le voit, des groupes panafricains qui vont être beaucoup plus importants que juste un pays, sur un pays, qui vont couvrir vraiment toute une zone africaine et qui sont issus de développement et d'acteurs africains. Et il y a tout un ensemble d'investisseurs chinois, européens. On voit bien que c'est un lieu très géopolitique et ça, c'est quand même à la fois rassurant, mais il faut l'avoir en tête. Les atouts de ce continent, c'est ces matières premières, bien entendu. Donc, on peut imaginer, il y a une start-up qui est en vogue en ce moment sur justement tous ces projets liés au monde agricole par rapport à des microfinancements, un peu comme ce que l'on a en France, par exemple, par rapport à la start-up Mimosa. Les mines, bien sûr, les ressources pétrolières, même s'il faut le mettre en perspective du coronavirus, et des puits de pétrole et de gaz. Alors le gaz moins touché, mais le pétrole davantage. L'essor d'une classe moyenne, donc là on rejoint le principe de la consommation qui est bien plus importante. Et alors un point important qui revient par rapport à ce que je vous ai déjà évoqué, c'est la présence donc sur le continent africain d'une population jeune, d'une population qui est qualifiée et qui ne demande que ça, que de pouvoir participer à des projets, non seulement des projets issus de leur propre rang, parce que ce sont des jeunes qui ont aussi des idées et qui n'attendent pas les jeunes européens pour créer leurs propres applications, leurs propres sites, leur propre écosystème, mais aussi qui pourraient servir de ressources humaines qualifiées pour comprendre cette fois vos applications, votre stratégie, vos opportunités commerciales, etc. à déterminer. Donc, on voit l'aspect très positif de l'Afrique. Il faut le mettre en perspective, effectivement, de tout ce qui est cartographie des risques. La cartographie des risques, effectivement, vous devez en tenir compte pour vous déterminer par rapport à une stratégie et aussi vous déterminer par rapport à l'opportunité ou pas de vous déployer dans cette région du monde. Donc, bien sûr, tout n'est pas parfait. La gouvernance des pays africains
est une gouvernance, on va dire, avec un certain nombre de bémols. Aussi par pays, ils ont tendance à réfléchir par pays, individuellement. Il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de difficultés à interagir entre eux, mais c'est quand même une évolution positive. Il y a quand même des efforts, mais ça reste voilà, un point, une faiblesse, si on peut dire. Ce n'est pas un danger, mais c'est une faiblesse. Également, le coût de la connexion et de l'accès à la donnée. On reverra tout à l'heure, j'ai fait un focus juste plus particulièrement sur cette connexion. Les risques, c'est par rapport à notre réglementation française et européenne, nous avons des obligations liées à la conformité, la compliance, et donc le marché africain est un marché particulier par rapport à des pratiques, et il faut tenir compte de ces pratiques pour justement les contrôler et éviter de se mettre en porte-à-faux par rapport à notre propre réglementation, parce que même si vous avez une filiale dans un pays africain, vous serez contraint par la société mère qui sera basée en France et qui sera contrainte à cette réglementation, ou alors si vous avez aussi des donneurs d'ordre, etc., vos employés sur le territoire africain, vous devrez tenir compte de ça. Donc j'ai parlé effectivement de stabilité par pays, mais il y a aussi des problèmes d'instabilité géopolitique. On parlait tout à l'heure de tenir compte de l'humain sur le sol africain. Alors, on peut réfléchir effectivement par rapport à la stratégie. Il faut, dès la conception de cette stratégie, tenir compte des paramètres environnementaux et sociétaux. Et ça, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Également, réfléchir à toute la problématique logistique et un point important sur les paiements également à bien dérouiller. On fait au moins ce qu'il faut pour essayer d'y réfléchir. La diversité sur le continent, ça c'est vraiment les spécificités, je vous en ai parlé. Donc on va y revenir, mais pas un seul marché, mais de nombreux marchés différents. L'adaptation de l'offre, on ne peut pas aller sur ce territoire avec l'offre que vous déployez, il faut vraiment imaginer comment l'implanter et qu'elle soit en phase avec les attentes de ce pays et de cette zone géographique et de ces marchés. L'importance de la diaspora, je voulais le souligner, mais la diaspora qui est en Europe et plus particulièrement en France a une incidence sur justement le comportement. Donc, à la fois, ce sont des investisseurs également, ce sont des co-acteurs et il faut en tenir compte. Et je vous en ai parlé, la spécificité, donc il y a de nombreux porteurs de projets en Afrique et vous pouvez aussi imaginer dans votre stratégie une collaboration avec un projet existant en Afrique et vous gagnerez du temps, j'imagine, parce qu'il y a des choses peut-être pas comparables, mais des points d'ancrage qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps, parce que le temps, bien sûr c'est de l'argent, mais le temps en Afrique n'est pas le même, le tempo n'est pas le même que chez nous. Alors, reprenons sur le marché. Quel marché? Déjà la zone géographique. Quand on s'implante, la stratégie donc va en fonction de la zone géographique que vous allez sélectionner. Donc, je suis partie sur la partie subsaharienne, donc c'est la partie plutôt bleu foncé, un peu plus bleu foncé en dessous de l'Algérie. Et vous voyez qu'il y a toute une partie parlant effectivement la langue française et une partie de l'Afrique parlant une langue plutôt anglophone, davantage anglophone, voilà. Donc ça, il faut imaginer au départ peut-être, ça dépend de votre stratégie justement, soit de s'implanter dans un pays plus particulièrement francophone pour faciliter au départ l'implantation. On va revoir ce point. Sur les produits et services, il y a plusieurs, effectivement, grands axes aujourd'hui. Bien sûr, le mobile money, les fintech, beaucoup de projets sur les fintech. On en a accueilli un, justement, avec Creative Valley qui venait du Congo.
les grands gagnants sur l'hygiène, l'e-santé, le digital, l'e-santé notamment aujourd'hui, si on retient le coronavirus. Et il y a beaucoup d'applications en ce sens, notamment des applications aussi venant d'une personne qui est incubée à la station F. On pourra en reparler. La culture, bien entendu, tout ce qui est énergie, l'open innovation, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émulations créatives aujourd'hui déjà sur le sol africain. Ils sont très actifs, très dynamiques et ils ont envie aussi de maîtriser. C'est un petit peu le bémol, c'est-à-dire qu'ils ont envie de maîtriser aujourd'hui leur avenir. Et donc, il y a une réticence aussi à nous voir venir avec nos propres schémas. Donc, d'où l'idée de vraiment être dans une combinaison gagnante, gagnant-gagnant. Je pense que vous gagnerez beaucoup de temps à fonctionner de cette façon. Je voulais attirer votre attention sur l'importance de l'environnement digital pour que l'entreprise ait le maximum d'opportunités. Et je vous ai pris l'exemple du Rwanda. Donc ça, c'est un focus sur l'indice d'agilité digitale. Et vous voyez l'importance de la réglementation. Donc le Rwanda, c'est un pays très actif. Il fait partie des pionniers en matière d'implantation digitale de dynamique au niveau. Et c'est vraiment une stratégie politique avec donc la réglementation qui est très favorable, toute la partie logistique également qui est très favorable et bien sûr la connexion. On en parlait tout à l'heure, mais la connexion fait partie des grands axes d'amélioration. Et un pays qui suit bien sûr cette direction, c'est le Sénégal, et où Creative Valley est bien impliqué également. Un focus sur la réglementation des affaires avec les pays de l'OHADA. Les pays de l'OHADA, on va dire que c'est un petit peu notre Union européenne avec une réglementation commune dans le domaine du droit des affaires. Donc, avec deux parties, la CEDEAO plutôt donc sur l'ouest et la partie centrale avec des pays comme le Congo, le Gabon, voilà. Et donc, il crée un environnement favorable. Donc, on a vu l'environnement favorable, effectivement, la connexion, etc., mais aussi la sécurisation des affaires. Quand vous allez sur le territoire africain, l'importance de sécuriser les affaires. Et par exemple, par rapport à des formalités de création d'entreprise, on est à peu près sur une moyenne de 40 heures. Donc, c'est une possibilité qui est importante à saisir et dans un choix stratégique d'implantation dans cette partie-là du continent, ça vaut la peine peut-être d'axer votre stratégie dans un de ces pays-là. Vous serez plus encadré, plus rassuré. Voilà. Enfin, c'est pas la dernière, je voulais vous montrer justement, ça c'est une actualité très récente, donc un câble, et d'où l'importance de la connexion justement et de l'amélioration de celle-ci. On voit bien que ça devient crucial. Et donc, d'ici 2023-2024, il y aura un très beau câble sous-marin qui va donc faire tout le tour de l'Afrique et qui a été imaginé et mis en point par un consortium dont fait partie des grands groupes, dont Facebook, Orange, etc. Un focus pays, donc pour démarrer une approche du marché avec le Congo. On a donc avec Creative Valley, si on reprend la démarche de Creative Valley en Afrique, vous remarquez donc son implication par rapport au Congo, avec un partenariat avec un incubateur qui s'appelle Ecolab, qui est non seulement un incubateur donc, de start-up africaines, de start-up congolaises, de République du Congo, mais également un business center. Donc, en termes de business center, c'est aussi un lieu où vous pouvez avoir une domiciliation, vous pouvez vous implanter, voilà. Il y existe également un club Congo-France, donc les membres Creative Valley et moi-même, qui justement montre l'implication de l'État congolais, justement, avec cette stratégie Vision Congo Digital 2025. Également au Sénégal. Donc le Sénégal Creative Valley va opérer un centre important d'incubation et également un business center. Donc c'est avec la signature d'un Startup Act qui contribue à développer également
un environnement favorable. Il faut bien imaginer que si vous voulez avoir une stratégie en Afrique, il faut avoir une entité juridique sur le sol que vous allez créer et également des employés, des ressources humaines locales. Idem en Côte d'Ivoire, le président Ouattara est un président aussi très dynamique. Je n'ai pas reparlé ici du Rwanda, qui est un pays anglophone, mais c'est aussi un lieu pertinent pour s'implanter. Ils ne vous attendent pas, mais c'est la révolution numérique, donc des opportunités à saisir. Et là, par exemple, c'est toute une application autour de l'assurance, l'assurance santé, l'e-santé. C'est quelque chose, un axe important, tout ce qui est, et d'autant plus après la crise du coronavirus. Voilà. Et je voulais vous finir par ces mots qui sont importants par rapport à une stratégie. Donc, il faut qu'elle soit éclairée, anticipée, mesurée, effectivement, pour ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Et je pense que d'autant plus en ce moment, il faut vraiment que ce soit respectueux par rapport aux ressources et également par rapport à la population. Voilà, merci. Merci Virginie pour ton intervention. Tac. Ah, on n'a pas entendu. Vous m'avez entendu? Oui, alors, je vous invite à tous et à toutes en bas de votre écran Zoom. Vous pouvez poser des questions grâce à la fonction Q&A. Donc, je vous laisse poser la question. En attendant, je laisserai réagir Yann Gozlan, président de Creative Valley, grâce à qui on a pu monter cette série de webinaires. Yann? Merci beaucoup, Jim. Merci beaucoup, Virginie, d'être avec nous aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'il y a eu un vrai changement, que l'Afrique est véritablement en mouvement. On a l'impression qu'il y a eu, que quelque part, l'appétit chinois pour l'Afrique a changé les lignes. Parce que j'ai l'impression aussi que côté européen, aujourd'hui, on prend le développement de l'Afrique très, très, très au sérieux. Là, je suis parti d'un groupe de travail franco-allemand. Et un sujet important de discussion, c'est effectivement la coopération avec l'Afrique. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a eu un espèce d'effet cliquet récemment? Par rapport à l'Allemagne ou par rapport à effectivement le positionnement de la France sur l'Afrique? Le positionnement de la France sur l'Afrique déjà. Oui, alors on n'a qu'à voir sur Paris le nombre d'événements autour de l'Afrique qu'il peut y avoir. Il y a de plus en plus d'intérêt pour le marché africain dans toutes ses dimensions. L'écueil, c'est la lenteur des affaires, les difficultés de se positionner, bien cerner au départ son marché. Voilà, ça c'est l'écueil. Mais avant la crise du coronavirus, en tout cas, le marché africain était oui, un nouvel Eldorado, on va dire, par rapport à la consommation, à sa dynamique. Ce qui a beaucoup changé en Afrique, c'est le rôle de la connexion. Parce que ce sont des pays qui vont pouvoir se parler entre eux, des zones géographiques. Il n'y a plus de frontières quelque part grâce à la connexion, même si les États reprennent la main et essayent de la tenir avec des régulateurs, etc. Mais on voit l'enthousiasme déjà des Africains eux-mêmes qui ont envie de créer leur propre développement économique. Et donc, on doit s'inscrire aussi dans ça et pas simplement apporter sa solution, je l'ai bien dit tout à l'heure, mais pas apporter sa solution brute. Il faut vraiment trouver les bons collaborateurs, même des porteurs de projets locaux, par exemple. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Il y a une autre question sur le consortium. Une infrastructure terrestre. Alors, il y a, si vous reprenez l'image, on peut se repositionner dessus. Attendez, je vous la remets. On voit ici, voilà. Voilà. Vous voyez ici, vous voyez, il y a un câble qui relie à chaque fois chaque pays
Par exemple, si on se positionne sur la République du Congo, vous voyez, il y a un cap. Donc, il va y avoir forcément ensuite des relais dans les pays. Pas tous les pays sont concernés, mais vous voyez aussi ce lien qu'il peut y avoir avec l'Europe. Ça, c'est très important de montrer que c'est toute l'Afrique et que c'est un lien avec notre propre écosystème. Voilà. Donc, c'est un très, très beau projet, énorme, et qui manifeste de cette synergie qu'il peut y avoir entre nos deux continents. J'ai une autre question, Virginie. Oui. Si on veut pénétrer le marché algérien, quels sont Oui. les axes stratégiques? Alors, j'en ai pas parlé, effectivement. L'Afrique du Nord, c'est un pays déjà que je connais moins, pour avouer. C'est aussi plus instable. Il y a des développements économiques, il y a des ressources, à la fois pétrolières, gazières, etc. Il y a beaucoup d'instabilité. Il y a des actions. Je vous parlerai davantage peut-être du Maroc. Le Maroc, sur les startups, par exemple, ils ont une démarche très dynamique. Il y a eu un Startup Act aussi. Toi, Yann, je crois que tu avais des développements sur l'Algérie. Sur l'Afrique du Nord, si tu veux, je peux prendre la question. Nous, on a eu le plaisir de beaucoup sur travailler l'Algérie. avec InCommunity en Algérie, qui est un très très bon partenaire pour Creative Valley. Beaucoup des membres de InCommunity sont venus gentils de venir nous voir à Paris. Donc, je pense qu'il y aura un potentiel de déploiement d'actions assez fort. Mais bon, je ne vous apprends rien en disant qu'aujourd'hui, on a un sujet de stabilité sur l'Algérie. Donc, il y a des éléments de calage à faire. En fait. Je pense qu'il faut déjà que la stabilité soit un petit peu plus au rendez-vous. Mais après, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'aujourd'hui, vous aviez quand même un niveau de la formation qui était de plus en plus au rendez-vous et qu'on aura des gens vraiment de très grande qualité sur place, les interlocuteurs sur place, un niveau de rendu extrêmement qualitatif à des prix qui sont très compétitifs. Donc moi, j'attends en fait un développement très très fort des relations avec l'Algérie. Bon, la différence par rapport à la Tunisie et au Maroc, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus aujourd'hui. Je pense qu'il y a des éléments de maturité qui sont différents sur la Tunisie, mais que la réserve de population n'est pas du tout la même. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux sur le plan quantitatif. Donc ça, c'est un point à avoir bien en tête. Sur le Maroc, il y a des efforts importants qui ont été faits récemment. Il y a plusieurs écoles de code qui se sont implantées, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu des accords assez intéressants avec des acteurs de l'éducation, notamment dans le développement informatique, et des grands consortiums marocains qui montrent qu'il y a une prise de conscience de la nécessité d'aborder la question de la transformation digitale du pays en partant de la nécessité d'avoir des ressources en développement logiciel ou en développement web. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais c'est vraiment une tendance de fond. Oui, l'Afrique. Comme éclairage, mais avec plaisir pour continuer à échanger sur ce thème pour les startups qui sont dans la roue avec nous. Il faut vraiment qu'elles s'interrogent, pour celles qui ont l'intention de s'interroger sur l'adaptation de leur projet par rapport au continent africain et quel marché cibler, quel est le meilleur pays pour commencer. Voilà, il y a vraiment une interrogation au cas par cas. On attend d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le poser. Alors, j'ai une autre question. Je voulais demander quel pays attire plus les investisseurs aujourd'hui en Afrique? Je dirais que, alors, il y a l'histoire des pays, mais il y a aussi l'histoire des sociétés, et ces sociétés ne sont pas forcément sur un seul pays. Voilà. Après, il y a par exemple, le Rwanda arrive à attirer pas mal d'investisseurs parce qu'il est plus ancien. Voilà. Le Sénégal, sur des actions comme on est implanté, par exemple, sur le centre d'incubation, attire aussi des investisseurs. Donc, les investisseurs sont liés à ces sociétés. Plus il y a un vivier important avec de belles pépites, plus les investisseurs sont là, et il y en a, comme je l'ai dit, qui viennent de différents continents. Et après, ça s'arrache. Merci. En fait, aujourd'hui, pour compléter un peu ce que disait Virginie, oui. Il y a la structuration de hub à l'échelle du continent. Donc, en fait,
il y a une compétition entre les différents acteurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays comme le Rwanda ou le Sénégal qui ont pris une certaine avance. Je parle en Afrique subsaharienne, parce qu'ils ont pris assez tôt la dynamique et aussi parce qu'ils ont donné les signaux en termes de structuration juridique et je dirais d'autonomisation de la scène startup aussi sur le plan juridique qui laissent à penser que les développements qui seront sur place seront assez bien accompagnés de manière assez fiable. Donc ça permet quelque part à ces API-là je dirais, de prendre le train en marche. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a, mais ça je pense que Virginie l'a dit, hein, il y a quand même des logiques de coordination entre différents pays au niveau de chacune des sous-régions. Et donc à partir de là, en fait, il y aura beaucoup de co-développement entre les différentes régions. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que, sans caricaturer, j'ai l'impression que la co-construction de marchés communs en Afrique, par certains points de vue, elle est pas en retard par rapport à ce qu'on fait nous en Europe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité, en fait, en prenant une base sur un des pays une des zones du sous-continent, d'avoir des actions assez facilement sur tous les pays alentours. Et ça, je pense que paradoxalement, ça fonctionne presque mieux qu'en Europe. Alors, je pense que l'unité de la langue est pour beaucoup. Le fait qu'il y ait une Afrique francophone et une Afrique anglophone, ça simplifie quand même vachement les choses. Et vous l'avez bien remarqué, quand je parle du Rwanda et du Sénégal, bah voilà, vous avez deux pôles qui sont forts. Aujourd'hui, je reconnais que nous, on devrait travailler un peu plus avec l'Afrique du Sud. J'entends Creative Valley. Donc, on a quelques copains là-bas parce qu'il y a une école de code qui avait été montée dans la logique du réseau 42. Mais on n'est pas très, très actif avec l'Afrique du Sud. Donc, je reconnais que c'est une région que je connais mal, dont je ne parlerai pas. Mais en tout cas, sur le reste de l'Afrique subsaharienne, je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement une dynamique qui est très, très forte autour de ces deux pays. Et que ce n'est pas des mauvais endroits pour débuter. Oui. Avec le Business Center qui permet de domicilier. Alors, j'ai une autre question sur Algérie. Sachant que pour les participants, aujourd'hui, c'est un webinaire un peu plus global sur un continent. Mais bien sûr, si ça vous intéresse, nous serons ravis d'organiser un webinaire vraiment dédié à Algérie avec notre expert Algérie. Donc, je pose la question. Malgré l'instabilité, y a-t-il un secteur en Algérie où on peut facilement ouvrir une entreprise, où il y a une forte demande, donc secteur en particulier? On peut nier aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est en train de changer, notamment les créateurs de contenu sont porteurs de projets d'amélioration. Alors, oui, en interne, il y a forcément des porteurs de projets, des gens qui veulent bien faire. Il y a aussi toute une population algérienne en France, et on a parlé des repas et ils en font partie, c'est-à-dire la volonté pour certains de vouloir dynamiser et créer de la valeur, de la richesse dans leur pays d'origine, donc s'intéresser à leur pays. Donc oui, comme tu vas trouver par exemple des jeunes Congolais qui ont envie de faire bien pour leur pays, c'est vraiment une dynamique qui est propre à tout le continent, et d'où le rôle de la diaspora, des personnes de deuxième génération qui se trouvent sur notre territoire et qui ont envie de s'importer. Je pense qu'il faut bien connaître les mentalités locales, bien connaître pour pouvoir commercer avec un Africain au sens large. Il faut s'intéresser à comment ça fonctionne et la vitesse aussi à laquelle l'activité se fait. Alors, un secteur plus particulier, l'e-santé, ça c'est sûr. L'e-santé, j'en suis pratiquement sûre. L'agriculture, le monde agricole. Comment améliorer aussi la logistique, parce que c'est un point important. Mais dans l'agriculture, par exemple, tout ce qui peut permettre la transformation et une bonne visibilité sur les ressources aussi. Voilà. Après, on peut aller sur le secteur militaire, bien sûr, avec le contrôle des frontières, tout ce qui est cartographie, etc. Mais il y a déjà des acteurs sur le sujet. Pour compléter, ce que j'ai vu, c'est qu'en termes de risque politique, il y a des secteurs qui sont entre guillemets assez light, comme tout ce qui est autour du développement économique, donc SS2I, développement web, etc., sur lequel le risque politique est quand même assez faible, sur lequel il y a des acteurs qui ont déjà une certaine maturité en Algérie, que nous on a identifié, qui sont plutôt à la recherche de partenaires en France et en Europe, et qui peuvent jouer un rôle de relais, voire de revendeur. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont assez faciles. Toute la nébuleuse aussi e-commerce. E-commerce, voilà, qui va être transfrontalière, qui va être au-delà des régions.
Et l'e-commerce, c'est un des axes. Oui. Après, sur les sujets qui sont liés à l'énergie, je pense que ça se prépare beaucoup plus et qu'il faut déjà avoir des garants et côté corporate, internationaux ou français, hein, je dirais bien sûr, mais et aussi côté algérien. Donc, il y a aussi une question de fine-tuning. Je confirme mon opinion que le rôle de la diaspora dans la structuration de coopération avec l'Algérie est déterminant.